Un nouveau webinaire dans le cadre de la série de masterclass. Donc cette fois, je vais m'adresser aux codir principalement. Donc quand je parle de codir, je parle de gouvernance, de dirigeance dans sa globalité, en fait, voilà, du leadership quelque part, voilà, de toute organisation, de toute personne, de tout système qui coordonne, qui pilote justement une organisation, quelle qu'elle soit. Donc merci, pour votre intérêt. Merci, donc d'être là avec moi aujourd'hui. Donc les leviers pour faire émerger l'intelligence collective, c'est le sujet de ce jour. Et donc, webinaire qui vient en complément de tous les autres que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les replays. Là, on est en live. Merci. On va laisser quelques secondes donc à tout le monde, de se connecter. Déjà, vérifiez, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Merci de me dire oui ou de me faire un like si c'est bon pour vous, que je ne parle pas dans le vide. OK, super. Ah tiens, Noura, salut. Salut Noura. Merci Christophe. Donc parfait, donc vous m'entendez, c'est parfait. Et donc j'ai une première question pour vous parce que vous allez voir que je veux que ce webinaire soit quand même dans une dynamique, dans un échange, c'est beaucoup plus convivial. On est limité par l'outil qui ne permet que de communiquer par le chat. Mais dites-moi dans le chat d'où vous connectez et quelle est la difficulté ou quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez pour faire émerger l'intelligence collective? Ça va me permettre donc à la fin de la présentation de revenir sur vos sujets spécifiques. Donc merci de me mettre ça dans un message, voilà, donc d'où vous vous connectez, d'où est-ce que vous êtes et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire émerger l'intelligence collective. Et ça me permettra en fin de webinaire de vous donner donc peut-être des tips, des conseils ou des orientations plutôt, parce qu'en intelligence collective, c'est assez compliqué hein, de pouvoir vous donner des étapes. Voilà, il faut procéder comme ça, comme ça. On est quand même dans de la complexité. Donc voilà, merci de me donner principalement votre difficulté ou vos difficultés pour faire émerger l'intelligence collective. Voilà. Quel est votre obstacle numéro un pour faire émerger l'intelligence collective si donc vous faites partie d'un CODIR, donc principalement sur un, comment dire, sur un CODIR principalement, ou une gouvernance ou une dirigeance. Donc Nora, ok, tu as mené à accompagner les CODIR, ok, et tu es toujours curieuse d'en apprendre plus, très bien. Eh beh, écoute, du coup, tu as tous les replays sur la chaîne YouTube si tu veux en apprendre encore plus. Voilà, donc ça tourne toujours autour de la même chose, mais là, cette fois, on fait un zoom spécifique sur les coups durs. Voilà, j'attends un petit peu, vos avant d'avancer, vos retours sur votre situation. Voilà, quelle est votre situation et quelles difficultés vous rencontrez pour faire émerger l'intelligence collective? Donc peut-être aussi me spécifier votre secteur. Voilà, vous écrivez ça dans le chat et ça me permettra, comme je vous disais, pour ceux qui arrivent et qui se connectent, donc je pourrais revenir spécifiquement sur vos sujets à la fin de ce webinaire pour vraiment rentrer dans les détails. Hem, OK. Marjorie, donc difficile d'être créatif, on est souvent en mode réunion classique. OK. Très bien, bah, tu verras, ouais, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui fait que, l'intelligence collective, quand il n'y a pas ou peu de place à la créativité, on va le voir justement. Bertrand, tu reprends bientôt une entreprise. Alors oui, excusez-moi, je tutoie, hein, je vous tutoie, donc soyez à l'aise aussi de me tutoyer. Je préfère que ce soit convivial. Donc on va remplacer le distanciel au convivial, on va dire. Ou en tout cas, on va alimenter de la convivialité dans le distanciel. OK, je vous laisse continuer à marquer ça. Donc vos difficultés pour faire émerger l'intelligence collective et je reviendrai avec plaisir juste après. Laura, OK, Aix-en-Provence. Je cherche à dynamiser des réunions de conseil d'administration d'une association de gospel. OK, super, très bien. Alors, on va pas forcément là parler des réunions, mais je reviendrai à la fin justement pour comment dynamiser les réunions. Tu verras,
de manière hyper spécifique. Si tu peux me dire, Laura, quelle est la problématique justement actuelle dans ces réunions de conseil d'administration? Voilà. Quel est le problème que tu rencontres principalement? Euh, Marjorie, pareil aussi, tu peux marquer en mode réunion classique, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bertrand, peut-être me dire, l'entreprise que tu reprends, combien de personnes il va y avoir? Ce sera important que je puisse t'aiguiller, en fonction du nombre de personnes. Noura, OK, Codir. Bon voilà, n'hésitez pas, partagez et je pourrai vous aider encore mieux. Donc, je poursuis. Aujourd'hui, on est dans un webinaire dans le cadre d'une, série de masterclass. Donc il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thématiques. J'en suis déjà à la troisième. Il y en aura une fin août, il y en a une chaque mois et on fait des zooms en fonction donc du modèle d'intelligence collective que je préconise. Donc on va voir aujourd'hui les leviers, sa mise en œuvre et puis on va en fin de webinaire échanger ensemble sur spécifiquement vos sujets. Donc Bertrand, 120 personnes, un codir de 5 personnes. Ok, très bien, super. Peut-être Bertrand aussi me dire dans quel domaine, voilà, peut-être dans les services, dans le tertiaire, etc. Demain, alors après ce webinaire, demain, à partir de demain, parce que je ne serai pas disponible demain, mais la semaine prochaine certainement, vous pouvez solliciter, vous avez un bouton pour prendre un rendez-vous avec moi et qu'on discute de votre cas particulier et de voir les différentes possibilités, les différents résultats que vous pourriez obtenir en fonction de votre problématique ou de votre objectif. Et voir si je peux vous aider ou pas, hein. Cet entretien est complètement gratuit. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien donner de mon temps et des conseils parce que ça me permet aussi, de mon côté, d'en apprendre sur vos situations, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, les types d'objectifs, et ça me permet justement d'alimenter mes webinaires. Donc, c'est un échange complètement collatéral. Une fois que vous prenez un rendez-vous, donc vous avez un agenda, vous pouvez donc sélectionner la plage horaire que vous voulez. Donc directement en cliquant, vous tombez sur mon agenda qui est connecté en ligne avec mes disponibilités. Donc vous n'avez plus qu'à choisir le créneau qui vous va bien, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, du coup, qui je suis? Quelques minutes. Donc, je suis Yoann Duclos, je suis formé aux différents courants humanistes depuis 1998. J'entreprends depuis 2000 dans des domaines complètement différents et je devrais le changer puisque j'ai entrepris et j'ai eu ma première entreprise en 95 dans l'édition et la presse. Ensuite, j'ai enchaîné sur de la restauration. J'ai eu 3 établissements de restauration, puis les services, puis une agence de com, en parallèle du coaching. Et le coaching, vraiment, je l'ai lancé, même si j'ai créé Odeby en 2006, qui était un cabinet de coaching. En 2013 et en 2013-2014, Odeby s'est transformé et je vais vous présenter, puisque je parle aussi sous le nom de Odeby. J'ai à mon actif à peu près 1000 accompagnements individuels et collectifs, une cinquantaine de missions en intelligence collective, dont une mission médiatisée. Et je me permettrai, si vous êtes inscrit, ensuite de vous envoyer le lien d'une étude de cas que j'ai eu l'occasion de mener, de piloter une étude de cas en intelligence collective et qui a été médiatisée. Et j'ai tous les clichés des coulisses, de ce qui s'est passé, de comment on s'y est pris. C'est une épopée dans le sport, en Coupe de France de football, l'une des plus belles histoires de la Coupe de France de football. Donc, du coup, j'ai vraiment mêlé les images de la télévision, les témoignages de l'entraîneur, des personnes qui étaient spectatrices de ce spectacle, et puis aussi ce qui s'est passé en coulisses en termes d'intelligence collective. Donc, j'aurai plaisir, si vous acceptez, de vous le passer par mail. Donc, je vous enverrai un email avec le lien direct vers ce petit documentaire de 30 minutes. Et ça complétera largement le webinaire que je vous présente aujourd'hui. Odeby, donc créé en 2006, un cabinet, puis transformé en 2014 en une organisation
une organisation de coach qui est au débit. Donc, le statut, c'est un organisme de formation qui garantit une qualité de prestation transformationnelle par des professionnels de l'accompagnement labellisés au débit. C'est-à-dire que pour être coach labellisé au débit, eh bien, il faut avoir satisfait les exigences de notre label, qui est bien plus euh, comment dire, concret, pragmatique, opérationnel que les fédérations de coaching, pour justement assurer cette prestation de qualité. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de coachs labellisés, on en a une dizaine en parcours de labellisation. Voilà ce que c'est concrètement ODB. Les coachs viennent trouver chez ODB des moyens, des outils, de la mutualisation, être beaucoup plus visible et surtout d'être fédéré au sein d'un réseau cellulaire de coachs qui s'entraident et qui contribuent les uns aux autres justement pour du business, pour de l'échange et du partage. Voilà, en gros, comment est organisé au débit. Vous pourrez en savoir plus sur notre site internet. Voilà, pour les présentations, continuez à marquer dans le chat, ça me permettra d'avoir vraiment des points précis à vous apporter, à me dire donc quelle est votre principale difficulté en matière d'intelligence collective. Alors, du coup, comme j'ai pas mal traîné dans le sport en tant que coach, je suis par ailleurs intervenant en université dans le cadre d'un diplôme universitaire de coaching et de préparation mentale. J'ai beaucoup travaillé avec le hand et donc je vais prendre ce webinaire sous l'angle de, en tout cas, comment dire, épouser ce que Claude Onesta avait dit à un moment donné. Donc, Claude Onesta, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sélectionneur de l'équipe de France de handball de 2001 à 2016, qui aujourd'hui est responsable de la performance en vue des Jeux Paris 2024. Il avait dit qu'il n'avait pas les clés de la réussite, mais en revanche, il savait ce qui faisait perdre. Et donc, ce webinaire, je vais le prendre sous cet angle-là pour les codir. Parce que le codir, alors pour moi, le codir, c'est aussi la gouvernance, c'est la dirigeance, c'est le leadership. Eh bien, la bonne nouvelle, alors la mauvaise nouvelle, c'est que justement, en fait, comme un entraîneur, vous pouvez faire jouer ou déjouer votre équipe. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous êtes le premier levier d'émergence de l'intelligence collective. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à partir du moment, bien sûr, où on s'y prend comme il faut. Donc, l'idée, c'est de parcourir aujourd'hui euh, l'impact que peut avoir justement la gouvernance, donc un codir sur un système, une dirigeance pour des tailles plus petites, évidemment, d'entreprise. Quel est l'impact de la gouvernance pour commencer ce webinaire? On va parler après des facteurs limitants et ensuite des leviers. Et on va voir que finalement, c'est au pouvoir du CODIR, c'est au pouvoir de la gouvernance que d'initier et de créer les conditions d'émergence de l'intelligence collective. On en a à peu près pour 45-50 minutes et après je prendrai vos questions. Alors, première question que je voudrais vous poser avant que je développe, c'est selon vous, comment est perçue la gouvernance dans votre organisation? Donc, je pense à Bertrand, par exemple. Comment est perçu ce CODIR donc, que tu t'apprêtes à intégrer, j'imagine, ou que tu es déjà dans le CODIR, je ne sais pas. En tout cas, pour cette entreprise que tu t'apprêtes à reprendre, pour Noura, ben, quelles sont en général les représentations qu'ont les personnes du CODIR au sein d'une organisation. Peut-être pour Marjorie, voilà, pareil, Marjorie, Laura, comment est perçue la gouvernance dans votre organisation avant que je continue à développer. Éloigné de la réalité. Ok, très bien, Marjorie. Et ouais, c'est ça. Je n'y suis pas encore et j'ai une présentation d'un fonctionnement très hiérarchique. Ok, donc éloigné de la réalité, un fonctionnement très hiérarchique, éloigné de l'opérationnel, collectif mais sans lead formel d'un des membres.
OK, très bien. Donc il y a pas de leadership, de ce que je comprends, Noura, éloigné de la réalité, OK, très bien, super, merci beaucoup. Continue. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? En général, alors je continue, vous avez, doc sans décision claire, réseau d'amis qui décident ce qu'ils veulent. OK. Alors, bon, là, c'est dommage sur mes slides, j'avais des animations. Là, vous avez tout d'un coup puisque c'est un PDF. Donc en général, une gouvernance, qu'on soit d'accord, c'est la stratégie, c'est la gestion des risques, c'est l'anticipation. C'est aussi quelque part, déterminer une vision. Alors quand je parle d'anticipation, c'est anticiper les enjeux, anticiper les risques, les gérer, établir une stratégie. Hem, alors membres tous alignés à la direction, sans courage managérial. OK, Marjorie, merci. Donc, il y a aussi une forme d'évaluation au sein de la gouvernance ou au sein du CODIR. Il y a des décisions qui doivent être prises et puis il y a, les relations au sein desquelles, ils doivent faire en sorte que ces interactions soient, d'une qualité qui permette justement l'épanouissement des uns et des autres et cetera. Et souvent, effectivement, on a des problèmes déjà à ce niveau et surtout, une gouvernance ou un CODIR ou une dirigeance est vue de manière mécanique par rapport à son rôle que je viens de vous décrire comme une autorité. Et une autorité, c'est, il y a 2 façons, hein, de réagir par rapport à une autorité de manière mécanique. C'est soit on se soumet, soit on se rebelle. Et donc ça, de toute façon, il faut être conscient dès lors qu'on est dans le CODIR, dès lors qu'on est au sein de la gouvernance, que on projette finalement cette perception et que mécaniquement, si on est en plus dans tout ce qu'on va voir dans des facteurs limitants, on va complètement être justement dans, cette perception de la part des personnes qui regardent cette autorité. Voilà, donc ça, c'est mécanique, c'est dans notre société, dans nos organisations, c'est un fait, c'est vu de cette façon-là et donc heu, justement, on peut aussi tomber dans ce piège. Donc on parle de transfert et de contre-transfert quand on est dans la gouvernance et c'est ce qui va faire que ça va être limitant. Hem, Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que, en je prends souvent le cas de la sociobiologie et des animaux sociaux, parce qu'il y a aussi une organisation. Il y a aussi une forme d'intelligence collective. Vous verrez dans, d'autres webinaires, si vous allez voir des replays, je parle beaucoup plus précisément de la sociobiologie et juste en s'arrêtant sur les fourmis, par exemple, la reine, qu'on se enfin, il ne faut pas se tromper, hein, c'est qu'elle n'est pas là à assurer un pouvoir. Elle n'est pas là à piloter, elle ne dirige pas. Elle est juste là, en fait, pour assurer la survie de l'espèce et c'est elle qui porte l'essentiel de la procréation. Et tout le reste, toute la colonie est dévouée à assurer et à défendre justement la reproduction de l'espèce, voire de cette famille de fourmis. Et donc, par exemple, hein, il n'y a pas de gouvernance à son niveau, il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de commandement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt l'organisation qui travaille, pour que cette reine soit dans les meilleures conditions pour assurer la survie. Et donc, par exemple, la colonie de fourmis donc, vont libérer des phéromones qui vont permettre aux autres de savoir comment s'organiser pour justement faciliter le travail. Et vous prenez tous les animaux sociaux du règne animal, c'est comme ça. C'est-à-dire que la gouvernance, la dirigeance, le leadership, c'est un rôle. C'est pas du pouvoir. Contrairement à nous, humains, dès lors qu'on est dans une situation d'autorité, dès lors qu'on est dans une situation, hiérarchique au-dessus, eh bien, il va y avoir, une fonction de «pouvoir» entre guillemets et donc, j'ai même oublié de vous dire qu'on va rencontrer de fait tous les biais liés
à l'autorité. Donc, il y a des biais cognitifs qui existent et qui vont faire que les personnes vont être forcément soit soumis, comme je vous le disais juste avant, soit complètement être contre, donc soit soumis ou soit accepter tout ce que dit l'autorité, le codir ou la gouvernance, soit concrètement être contre. Et ça, donc, du coup, il faut en être conscient et surtout, limiter cette notion de pouvoir. On va le voir après sur les leviers. Mais de fait, dans nos organisations, dès lors qu'on a une hiérarchie, ce n'est pas seulement un rôle, c'est aussi un pouvoir, c'est aussi une action que je vais mettre en œuvre pour faire en sorte que le pilotage que je vais passer, le management que je vais donner, va faire en sorte que tout le monde se plie finalement à cette vision. Donc, on a quelque chose justement de mécanique chez nous qui n'est pas le cas dans le règne animal. Et ça va entraîner justement des facteurs limitants quand on est vraiment dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que, et là, du coup, avant que je développe, je voudrais vous demander, selon vous, quels sont les facteurs limitants et bloquants de l'intelligence collective au niveau du codir. Voilà, là, on fait un zoom au niveau du codir avec ce que je viens de dire. Vous en avez déjà dit. Donc, effectivement, le fait donc d'être éloigné de l'opérationnel parce qu'on est justement dans la stratégie. On ne sait pas ce que vivent les personnes qui sont sur le terrain. On n'en prend pas compte. On ne demande pas. Absence de stratégie aussi. Voilà. Absence de dialogue. Très bien. Ce sont des facteurs bloquants. Vous avez dit aussi, éloigné de la réalité, éloigné de l'opérationnel, sans leadership, effectivement. Vous voyez autre chose? Sans identité propre. Parfait, on va en reparler. J'ai un webinaire où on parle vraiment de l'identité aussi. Tout à fait, c'est un des leviers. OK. Donc, je vous laisse continuer, pas de vision. Tout à fait. Alors on va justement, ça aussi c'est un des leviers, Thierry. Alors, les facteurs limitants au sein d'un codir, c'est de la rigidité. C'est-à-dire, comme je suis dans une notion de pouvoir, eh bien, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais, c'est moi qui ordonne, c'est moi qui commande, c'est moi qui manage et c'est moi qui juge. Ok. Donc, on a tous les facteurs réunis au sein d'un codir pour justement être dans tous ces pièges et dans ces facteurs limitants. Parce que ça, c'est complètement inhibant à l'émergence de l'intelligence collective. Donc la rigidité sur les changements qui nous sont proposés par le terrain, la rigidité sur la façon de procéder parce que ça a fonctionné un temps et on pense que ça va continuer à fonctionner dans un autre temps, sur ces temps-ci. Voilà, la rigidité, c'est-à-dire la rigidité parce que peut-être que les idées, l'innovation, la créativité des personnes du terrain vont nous obliger à changer des process, vont nous obliger à sortir quelque part de nos acquis, euh, de notre trône, et ça, en fait, on va couper toute idée, toute innovation, toute créativité. Et c'est dans la créativité qu'on trouve aussi l'intelligence collective. Le surcontrôle aussi, parce que justement, en fait, on va manquer de confiance. Donc, les reportings qu'on demande, qu'on n'arrive même pas à lire. L'exemple parfait, c'est la bureaucratie française. Ok, où ben, justement, bon, je vais pas parler de l'actualité, parce que bon, c'est complexe, mais en tout cas, on sait tous hein, que au niveau de la bureaucratie française, c'est un méli-mélo pas possible. Il y a des lenteurs, il y a des longueurs, il y a des attentes qui sont complètement disproportionnées et complètement anormales pour des trucs qui sont quand même assez simples. Et ça vient justement d'un surcontrôle. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas non plus remonter dans la politique, mais à un moment donné, quand je passe un ordre et qu'il n'est pas fait comme il faut, eh bien, un des seuls moyens qu'on a trouvé, et ça se reproduit dans des entreprises privées, c'est de contrôler ce qui est fait. C'est de vérifier, et donc de vérifier, de contrôler, rajoute des strates dans les process et fait en sorte qu'à l'arrivée,
on se retrouve avec, justement, comment dire? Une reproduction, de personnes comme des robots qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes et qui doivent se soumettre à une autorisation, à une acceptation de la hiérarchie. La manipulation aussi. La manipulation pour que justement, et ça, c'est les neurosciences sociales, hein, qui vous le disent, hein, c'est pas moi. C'est la manipulation pour que finalement l'autorité, le leader, reste en situation de leadership. C'est-à-dire on n'a pas fait tout ça pour perdre après son leadership. Donc, de manière complètement aussi mécanique et avec des biais cognitifs, on va faire en sorte d'installer une zone de sécurité pour justement ne pas être détrôné. Et donc, on risque de limiter donc les potentialités, les talents émergents de notre équipe. La rétention d'informations aussi, pareil, ça fait partie de la manipulation. Tout ce qui est lobbying aussi. Rétention d'informations parce que, bah, effectivement, alors je suis complètement d'accord que tout ne peut pas être dit, on est d'accord, mais des fois, on va dépasser certaines limites et on fait de la rétention de l'information, non pas parce que ça ne concerne pas l'équipe, mais parce que cette information pourrait nous fragiliser, nous, en tant que gouvernance et en tant que CODIR. Et ça, c'est aussi une erreur parce que la transparence, voilà, à un certain degré, évidemment, permet justement de sécuriser les gens. Voilà. Vous pouvez raconter une fois, j'allais dire entre guillemets, hein, et vulgairement des conneries, vous ne pouvez pas en raconter deux fois. Ou alors il faut recuisiner. J'appelle ça l'effet congélation. On peut décongeler un produit une fois, mais on ne peut pas le recongeler si on ne l'a pas recuisiné. Donc c'est exactement pareil. L'imposition aussi, donc imposer son avis, ne pas laisser le choix. Euh, dire que c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Donc perte d'autonomie totale de la part des personnes que l'on peut accompagner, avec qui on collabore. Le pouvoir, ok. Donc c'est encore un niveau au-dessus. Le pouvoir en termes donc euh, d'imposition, mais aussi beaucoup plus peut-être de harcèlement. Ça peut aller jusque-là. Les divergences d'opinion au sein du CODIR, un peu comme avec maman-papa, c'est-à-dire que, ben, tiens, je voudrais que tu fasses passer ce dossier, je vais m'adresser plutôt à celui avec lequel j'ai une appétence, avec celui j'ai un peu d'affectif, avec celui avec lequel je sais que ça va passer, pour que finalement ce soit mon sponsor dans le projet que je défends. Et en absence de process, ça va être du lobbying qui va être fait. Exactement pareil au niveau donc, du CODIR qui vont venir voir, et ça, c'est complètement humain, d'aller voir des personnes qui vont être davantage, où on va être davantage sur la même longueur d'onde, que plutôt d'aller voir celui qui est toujours contre, qui est toujours opposé. Pourtant, ce serait utile de tenir compte de son opposition et je ferai donc un webinaire spécifiquement sur les résistances. Là, je parle du CODIR. Je parlerai aussi donc des collaborateurs et de la résistance. Donc, les divergences d'opinion, c'est-à-dire que quand aussi un CODIR dit A, un autre CODIR dit B. J'ai vu dans vos messages que finalement, voilà, c'est de l'individualisme plutôt que du collectif. C'est-à-dire que finalement, on tire la couverture à soi par peur donc de perdre son acquis, par peur de perdre du pouvoir, par peur de perdre du contrôle, par peur aussi justement d'être jugé sur des résultats qu'au final, en tant que co-directeur, co-dirigeance, tu ne maîtrises pas, tu ne produis pas. Ce sont tes collaborateurs qui produisent. Donc en fait, il y a des tas d'occasions à créer des biais cognitifs qui vont faire que ça va entraver et ça va mettre à mal les conditions d'émergence de l'intelligence collective. L'absence de dialogue, du coup, effectivement, ben, quand je suis complètement repli, je ne vais pas dialoguer, je vais plutôt imposer. L'identité, on va en reparler, l'absence de stratégie, bon voilà. Donc, au final, ce qu'on est en train de dire, c'est que, euh, en fait, si on a un codir qui est plutôt dans la peur, qui est plutôt dans la réaction, qui est plutôt dans la défense, il n'y aura pas d'intelligence collective. Et donc, du coup, la question à vous poser, c'est si effectivement vous avez des difficultés à faire émerger l'intelligence collective,
la c'est pas la seule question, hein, mais la première question à vous poser, c'est vous, en tant que gouvernance, en tant que dirigeance, en tant que codir, qu'est-ce qui pourrait expliquer à votre niveau que vous avez des retards, que vous avez du présentéisme, que vous avez de l'absentéisme, que vous avez du turnover, que vous avez alors, je sais pas pour, si la notion de présentéisme, c'est OK pour tout le monde, mais le présentéisme, c'est quoi? C'est les gens sont là, mais ne travaillent pas. Donc en gros, c'est, beaucoup de machines à café, c'est beaucoup de bruit de couloir, c'est beaucoup de non-dits. On passe plus de temps au final, à parler de ce qui se passe autour de l'activité que du business et de l'activité en elle-même. Voilà. Et ça, c'est très récurrent justement dans nos, comment dire, dans nos sociétés. Et vous devez avoir un œil là-dessus en tant que dirigeance. J'ai une étude de cas justement à vous présenter où justement on est donc c'est une maison, une MEX, où on est sollicité pour, justement mettre en place, de l'intelligence collective. Et on arrive, sur place et en fait c'est un chaos. C'est un chaos et là concrètement, avant de penser à mettre en place, de l'intelligence collective, on a mesuré l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est quoi? C'est donc, la stabilité, en fait, c'est la capacité du système à stabiliser. Mais vous avez des stabilisations qui sont, très basses, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais qui sont, en tout cas, l'homéostasie d'un système nous permet de voir quel est l'état finalement de la situation. Et donc quand on est dans une homéostasie ou on est dans un statu quo, il y a forcément justement des problèmes. Et n'attendez pas des collaborateurs que ça change. C'est vous qui avez le levier. Et donc dans cette MEX, effectivement, on arrive à un statu quo. Donc on a une MEX, hein, c'est une association qui est dirigée, enfin qui est pilotée par un CA avec un directeur qui est salarié et des collaborateurs. Hem et donc c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a eu un mauvais diagnostic au départ. Le CA dit: «Ce sont des feignants, ils font ce qu'ils veulent, c'est, les années 80, il faut tout changer». Le directeur arrive, lui, il se soumet à l'autorité, il exécute et là, le chaos, parce qu'on a des gens qui sont là depuis 25 ans, qui ont forcément, des acquis, des habitudes, mais qui ne sont pas néfastes, pour, en tout cas, l'usager final, mais dans leurs habitudes, voilà et donc un changement brutal avec cette perspective et donc là, on est dans du surcontrôle, on est dans de l'injonction et là, au final, il y a alors oui, il y a de l'intelligence collective, mais justement à l'inverse, donc en tout cas à contre-courant du fonctionnement de l'établissement. Et donc ça, c'est quoi? C'est à coup de ben, les réunions maintenant, 1 heure et demie, c'est trop, il faut passer à 1 heure. Sauf qu'en fait, pour débattre de 10 dossiers, il faut 1 heure 30. Alors, c'est pas parce qu'ils ne sont pas avec des ordinateurs, qu'ils sont avec des papiers, que c'est nécessairement old school. Pareil, on passe de 2 réunions par semaine à une réunion. Et ce sont donc des changements brutaux, un peu de manière triviale, qui ont fait que finalement, ces personnes-là se sont liguées complètement, et c'est allé très très loin, se sont liguées jusqu'à donc aller faire une grève, hein, voilà, concrètement, contre, l'autorité et qui subissait les conséquences? C'était l'usager. Et tout ça parce qu'il y a un mauvais diagnostic à la base, parce que déconnecté de la réalité, ce qui s'est passé en réalité, c'est que les collaborateurs, ça faisait 4 ans qu'ils bossaient sans direction. Donc forcément, oui, ils ont peut-être pris de mauvaises habitudes, mais en même temps, ils ont fait le taf et ils ont assuré sans direction. Et ça, justement, quand on est donc dans cette tour d'ivoire, à occuper la stratégie, on commence à oublier ce qui se passe sur le terrain. On ne prend pas en compte ce qui est remonté, parce que ce qui est remonté ne nous plaît pas, nous met dans de l'inconfort, ne nous rassure pas non plus. On n'a pas forcément les clés et les moyens pour trouver, comment arranger la situation et donc du coup,
on va faire ce que n'importe quel parent ferait et qui n'est pas éduqué à son rôle de parent, c'est-à-dire faire des erreurs, imposer certaines choses, conseiller, comment dire, injecter, gronder, faire finalement comme on sait faire, euh, pour faire aussi la part des choses, hein. On fait, bien sûr, une gouvernance fait le maximum, mais au final, on crée de l'opposition. Voilà. Donc, cette MEX-là est un exemple donc de ce qui peut tuer l'émergence de l'intelligence collective. Donc je continue. Qu'est-ce qu'on a comme levier? Les leviers, c'est alors avant, pareil, je vous demande d'après vous, quels sont les leviers? C'est par rapport à tout ce que je viens de vous dire, dans votre expérience, dans tout votre parcours, dans vos sociétés, mais même pas que, hein, dans votre expérience d'équipe, je sais pas moi, dans des associations, dans des clubs, dans votre sport, qu'est-ce qui fait que ça, on peut faire émerger l'intelligence collective? Le dialogue, la confiance, les amener à communiquer, à se parler vrai. OK, aller sur le terrain et observer, écouter, temps de parole partagé, les feedbacks, bah, ouais, et bien sûr, c'est tout ça. En même temps, bon, je viens de faire un peu l'apologie là de la gouvernance, juste aussi dire que, bah, effectivement, pour nous, hein, en tant que facilitateur, en tant que coach, puisque donc on a des formations, on accompagne, des organisations, on n'est pas là non plus en train de tirer à boulet rouge sur la gouvernance, OK? Tout comportement a une fonction utile. Souvent, ce qu'on constate, c'est que les gouvernances, les CODIR, s'ils agissent comme ça, c'est qu'ils ne savent pas faire autrement. Voilà. Et aussi, pour préserver des intérêts. Mais c'est la peur de perdre, c'est la peur de l'inconfort qui fait adopter des comportements complètement, à côté de la plaque, qui sont en dehors donc de ce qu'il faudrait faire, effectivement. L'écoute, créer des espaces, effectivement. Alors du coup, qu'est-ce que je vous propose moi? Alors les leviers, déjà, je vous en propose 2. Je vais passer rapidement dessus pour me concentrer sur le troisième. Culture et une identité. Dans toute intelligence collective, il y a une identité de groupe. Il y a, quelque chose qui est basé sur l'histoire, sur la géographie, sur le territoire, sur les valeurs, les codes, les pratiques, les règles, la culture. Il y a forcément quelque chose sur lequel, les personnes peuvent revenir, se structurer, se fédérer et savoir donc en gros, ça répond à la question: «Qui nous sommes?» C'est-à-dire que, déjà, de base, quand vous rencontrez quelqu'un, avant d'imaginer faire quelque chose avec lui ou elle, bah, le minimum, c'est de savoir qui il est ou qui elle est. Et beh, quand, justement, il y a un groupe qui se forme, c'est donc, le facteur d'inclusion, mais pas que. Ça l'inclusion, c'est pas suffisant. L'idée, c'est d'avoir conscience de qui nous formons tous ensemble. Qui sommes-nous, concrètement? Donc, l'idée, c'est de donner une identité à ce groupe pour que chaque personne du groupe sache qu'une partie d'elle est fait partie intégrante de ce collectif. Et ça, c'est tant qu'il y a pas ça, c'est mort. C'est-à-dire, vous pouvez pas aller plus loin. Donc, pour ceux qui animent des formations, vous le savez, donc on parle de onboarding quand on a un employé justement qui rentre dans le comment dire? Dans la société, mais souvent le onboarding va se limiter à sa fonction, à ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il va apprendre l'outil, les logiciels, le code, le machin, tout ça. Mais quelle part est donnée à cette personne qui rentre dans la société à justement la dimension, de l'égrégore quelque part où toute personne se fait, une imago, hein. Un imago, c'est une image du groupe quand il rentre, obligatoirement. Vous rentrez dans un groupe, vous faites une idée du groupe. S'il n'y a pas, de point à se raccrocher pour se faire une idée du groupe, eh bien, elle sera complètement aléatoire
et vous laissez une libre interprétation du groupe à une personne. Donc ça, la culture et l'identité, c'est primordial. Ensuite, la vision, le projet. C'est-à-dire, Heu, vous avez pareil une personne qui rentre, dans une société, OK, elle va faire cette activité-là. OK, elle va avoir cette fonction-là. Mais concrètement, elle rentre pour quelle raison? Qu'est-ce que l'entreprise poursuit? Qu'est-ce que l'entreprise vise? Qu'est-ce que finalement, en tant que codir, de quoi êtes-vous garant en tant que gouvernance dans cette vision? C'est, quelle est la raison d'être? On parle de rêve, on parle de mission, on parle d'ambition, je ne vais pas développer là parce que j'en aurai pour 1 heure, vous l'avez dans un autre webinaire, mais ça c'est primordial d'avoir déterminé quel est le projet sens, OK? Le projet sens de cette organisation, de ce système et quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on essaie d'impacter? Ça, c'est le deuxième levier. Mais surtout, et en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est le plus gros levier pour moi, par rapport à ces facteurs limitants, c'est la participation et ce sont les interactions. C'est-à-dire que là, en gros, on parle de leadership. On parle de c'est quoi le leadership? On peut être leader dans un domaine et ne pas l'être dans un autre. Donc c'est quoi le périmètre du leadership de la gouvernance? C'est quelque part d'assurer la continuité de ce qui a été créé. C'est d'être un peu un garant, c'est d'être un référent, entre guillemets, on pourrait dire un arbitre. Mais à aucun moment, même s'il y a des décisions au sein du CODIR et là il y a pas de souci, hein, il faut que ce soit pris. La stratégie, c'est pas les personnes opérationnelles qui peuvent, établir la stratégie. Par contre, s'il y a pas sondage de ce qui se passe sur le terrain pour établir une stratégie, c'est mort parce que concrètement, faire une stratégie, c'est le job de la gouvernance. C'est pas le job du collaborateur. Par contre, savoir ce qui se passe sur le terrain pour établir des stratégies, c'est essentiel. Et évidemment, le fait justement d'être dans ce rôle d'autorité et de pouvoir incarné par les humains, contrairement aux animaux, je vous l'expliquais, fait que on va de plus en plus se passer et mettre de la distance entre ce qui se passe sur le terrain et nous, à la tête de la direction. Voilà, pour des raisons X ou Y. Donc, sondez aussi les personnes qui sont sur le terrain pour avoir un retour. Prenez de l'information. Et ça, c'est vraiment bizarre que les codires, après, au bout d'un moment, cessent de le faire. Ou alors, ils interprètent complètement les résultats pour aller dans le sens qu'ils veulent. Pourtant, toute société, quasiment, qui a été créée et qui perdure, a fait une étude de marché, a sondé le terrain pour savoir, tiens, qu'est-ce que mes clients vont vouloir acheter? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir avoir? Qu'est-ce que je vais leur proposer? Eh beh, c'est exactement pareil pour les collaborateurs. Aujourd'hui, on est dans une ère où il faut fidéliser ses clients, mais aussi ses collaborateurs et leur donner du sens. Et donc, du coup, aussi répondre aux attentes. C'est-à-dire quand je parle d'attente, c'est pas, satisfaire tous les besoins des collaborateurs, hein, OK? C'est pas, bah, je voudrais 1000 balles de plus ou un baby-foot ou c'est pas ça. C'est quelles sont les attentes, c'est-à-dire quel est l'écart qu'il y a, par rapport aux attentes, que la gouvernance a vis-à-vis de ses collaborateurs et quel est l'écart que les collaborateurs ont vis-à-vis de la gouvernance dans le projet Sens qui est dans le cadre du projet Sens, dans la vision. OK? C'est pas open bar. Donc, les attentes, c'est les attentes non satisfaites, c'est ce qui crée de l'écart et qui crée de la distance et qui fait des oppositions. Pareil aussi, les enseignements. Donc là, je vais vous parler d'autonomie et d'enseignement. Il n'y a pas non plus d'intelligence collective sans autonomie. À un moment donné, il faut faire confiance. Il faut justement créer des espaces d'organisation et de prendre en compte ce qui est dit, d'écouter, de considérer, d'entendre et de laisser la main à un moment donné à des personnes qui savent faire. OK? Et donc, en fonction de ce que on sait faire, on établit une stratégie. En fonction des progrès qu'on a à faire pour atteindre ça, on mesure la stratégie.
Donc on ne fait pas la stratégie par rapport à ce qui pourrait être, on fait une stratégie par rapport à ce qui est là et on mesure la stratégie, on la régule, on met le curseur en fonction de ce qui reste à acquérir. Parce que si on bâtit une stratégie sur ce qui reste à acquérir, on va créer justement de l'insatisfaction parce que les personnes ne vont pas y arriver, ou alors elles vont arriver à saturation dans leur projet, elles vont boire la tasse, vous allez avoir des burn-out, et du coup, ça fait la roue, elle ne tourne pas dans le bon sens là. Et donc, voilà un peu les leviers qu'il faut. Donc, ça veut dire aussi participation, ça veut dire quelle est la nature des interactions, ça veut dire observer, ça veut dire aussi sortir de l'opérationnel. Mais ce n'est pas parce que vous sortez de l'opérationnel que vous n'avez plus rien à faire. Il faut observer aussi l'état émotionnel des personnes que vous, qui œuvrent, hein, qui sont donc, sur le terrain. Euh, Bien sûr qu'on peut les challenger, ça, il y a pas de souci, mais attention justement à pas trop, mettre la barre trop haute de votre position. Parce que ça va toujours plus vite dans sa tête à mettre en place que réellement. Et réellement, à un moment donné, il y a du concret, il y a du factuel, il y a des contraintes. Et ça, quand on est dans une stratégie, dans une projection mentale, on peut ne pas voir toutes les limites et toutes les contraintes du terrain. Donc il faut savoir s'appuyer sur, les personnes. Et donc là, au final, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on est dans la participation dans les interactions? Eh bien, vous avez des personnes, au-delà de savoir qui ils sont et de savoir où ils vont, qui vont se sentir impliqués, qui vont se sentir fédérés et engagés dans ce que vous cherchez à mettre en place. Et là, on voyait qu'au final, on commence à diminuer l'impact du pouvoir. On est tout simplement dans des rôles. C'est pas parce que j'ai ce pouvoir-là à un moment donné, de dire, écoute, finalement, notre collaboration va s'arrêter là, que j'ai pouvoir sur tout, au final. C'est pas parce que j'ai cette possibilité-là et à un moment donné, c'est moi qui dis oui ou non, stop ou on continue, que je vais automatiquement jouer justement de ce pouvoir. Parce que ça joue en ma défaveur au final, en tant que codir, en tant que dirigeance. Parce que, ce que je cherche, c'est avoir des personnes autonomes, des personnes engagées, des personnes responsables. OK? Alors oui, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, évidemment, sociétaux, personnels, c'est vrai. Mais, un levier sur lequel vous avez tout pouvoir, c'est le fauteuil dans lequel vous êtes. Voilà. Et donc, j'aimerais pour ça vous parler, d'une étude de cas, pareil, Fabrice Julien, directeur général de la clinique de Bonneveine à Marseille, qui fait partie du groupe Avec, une clinique qui a été reprise en 2011 à la barre, OK? Et c'est, Fabrice, qui la gère depuis le début. Et même si, donc c'est un système très complexe, hein, les cliniques avec les groupes et cetera, donc parce que, évidemment, dans les soins, dans la santé, on ne peut pas parler de rentabilité, mais il y en a quand même une. Eh bien, il a préféré mettre, le paquet sur le sens et le bien-être. Donc en fait, il a développé cette clinique à partir d'ateliers de co-développement avec toutes ces équipes. Alors bien sûr, toutes ces équipes ne participent pas à tous les ateliers de codev, mais quand il y a, des gens qui vont être concernés par une décision, eh bien, automatiquement, elles sont impliquées. Pareil aussi, la gouvernance, la dirigeance, le CODIR, ne mettez pas que des gens qui sont pour au sein d'une gouvernance. Il faut des insiders et des outsiders. Non pas pour faire freiner les projets. Je suis d'accord, vous allez me dire, ouais, mais en fait, finalement, on n'avancera jamais comme ça. Mais c'est parce que vous y prenez mal. En fait, quelqu'un qui est dans la résistance, juste donc un insider, c'est-à-dire celui qui ne veut pas changer. Alors, bien sûr qu'il y en a toujours, il y en a qui veulent jamais changer, ok. Mais vous remarquerez que c'est pas toujours les mêmes en fonction des projets qui sont insiders. Et justement, l'idée ce serait de se dire, tiens, mais que signifie ce positionnement? Et donc écouter la position de celui qui ne veut pas changer. Donc en fait, il faut dans vos décisions, dans vos tours donc de sélection de décision, ne jamais oublier de mettre un opposant à la table,
non pas pour freiner, encore une fois, mais pour comprendre ce qui peut se passer après dans le changement, dans la conduite du changement, parce que s'il y en a un, vous allez en avoir 10, peut-être 100 selon la taille de l'organisation. Donc il vaut mieux avant tenir compte de ce qui peut, de ce que peut craindre la personne à l'idée de ce changement, pour en tenir compte et faire en sorte de faire émerger une qualité émergente des options de l'insider et de l'outsider, c'est-à-dire de celui qui ne veut pas bouger et de celui qui veut bouger, avant de se mettre justement et avant de décider le changement et pas faire comme de grosses institutions actuellement. Et donc en fait, Fabrice donc a justement quasiment développé depuis plus de 10 ans cette clinique avec des ateliers de codev avec les services concernés, etc. Aujourd'hui, les résultats, alors ça c'est un exemple, hein, mais les résultats, c'est que la clinique est pleine, donc toute la région en fait, les personnes qui prennent en soin, hein, sur les cas, qui soignent, souhaitent aller à la clinique. Ce sont les médecins qui sont les premiers recruteurs. Et donc juste, pour aussi vous parler de cette formidable, heu, en tout cas qui m'est cher parce que moi, le football, c'est un sport qui m'a longtemps impacté. Christophe Pignol est un ancien footballeur qui a eu donc une leucémie aiguë et donc qui a arrêté sa carrière à 30 ans. Et aujourd'hui, il travaille avec cette clinique, donc en onco-coaching. Donc il accompagne des gens qui sont en souffrance. Et ça, c'est issu d'un atelier de Codev. Donc c'est une personne qui connaissait Christophe qui a proposé ça. Et donc en fait, c'est complètement créatif. Et aujourd'hui, il y a des accompagnements externes, donc qui sont externalisés pour différents soins. Donc, par exemple, les personnes qui sont malades de Parkinson et qui viennent donc se soigner, donc avec une, enfin, qui sont soignés et qui sortent du process, qui reviennent de temps en temps, eh bien, il y a, en fait, ils reviennent justement parce que ça leur manque et que ça leur fait du bien d'être accompagnés par un prof de chant, par un kiné, bien sûr, par des professionnels de santé aussi, mais par un coach en développement personnel, par justement aussi un coach en chant, en musique, etc. Donc, en fait, ils font plein d'ateliers et donc, ça, évidemment que c'est pas Fabrice Julien qui a eu cette idée. C'est issu justement des professionnels de santé qui ont proposé ces idées. Et ça, si vous êtes dans une gouvernance, vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que ça a à voir avec, les soins, tout ça?» et que vous dites non, eh bien, vous occultez une chance et surtout, vous limitez et vous dites le message que vous passez, c'est, heu la personne qui, comment dire? La personne qui a émis l'idée et qui derrière, n'a pas cette idée n'a pas été pris en compte alors qu'elle pouvait être une bonne idée, je peux vous dire que plus jamais, après derrière, elle va vous la donner cette idée. Donc, elle va se désinvestir, elle va se désengager et elle va polluer et elle va en coulisses raconter, des choses qui ne sont pas opportunes, pour, l'entreprise. Donc voilà un peu, les leviers que vous pouvez mettre en place. Je rappelle juste que vous pouvez cliquer pour prendre un rendez-vous, pour parler spécifiquement de votre situation, à travers un appel. Il y a mes coordonnées en cliquant sur le bouton, il y a mes disponibilités et vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà, j'ai terminé. J'accélère un peu parce que c'est 12h23. Je vois que certaines personnes partent manger et je voudrais donc répondre à vos questions, même si je pense avoir parcouru l'ensemble. Donc, je cherche à dynamiser. C'était Laura. Donc, je suis sur Toulon, difficile. Alors, pardon, Marjorie, sur Toulon, difficile d'être créatif. On est souvent en mode réunion classique. Alors je suis désolé Marjorie, je ne sais pas quel pouvoir tu as, mais j'ai l'impression que enfin, de ce que j'interprète en lisant, tu subis. Est-ce que tu as le pouvoir de changer ces réunions? Laura, je cherche à dynamiser des réunions de conseil d'administration d'une association de gospel. OK. Alors, du coup, voilà ce que je te propose. Dans les réunions, ce qui marche, c'est justement, la participation. C'est-à-dire que là, réunion classique, c'est-à-dire on a en général, voilà le sujet, un PowerPoint et tout le monde écoute et voilà, il n'y a pas d'échange ou pas de partage, probablement, que ça ou en tout cas j'imagine que c'est comme ça. Donc en fait, moi ce que je vous suggère, c'est
au final, tout comme il y a un ordre du jour qui part avant la réunion, eh bien, donner aussi le matériel avant la réunion. C'est-à-dire que là, en gros, vous allez gagner un temps phénoménal. Si vous donnez le matériel avant, c'est-à-dire le matériel, c'est les informations, peut-être le PowerPoint, peut-être aujourd'hui avec les outils digitaux, c'est facile de faire une vidéo comme on fait. Vous faites une vidéo avant. Donc de cette façon, en même temps que l'ordre du jour, hein. L'ordre du jour, c'est celui-là, et voilà les informations. Donc tout le monde doit venir en réunion en ayant pris compte de ces informations. C'est un peu comme la pédagogie inversée que, par exemple, nous, personnellement, nous pratiquons dans nos formations. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en réunion, ben, puisque tout le monde est censé avoir pris l'information avant, eh bien, tu vas pouvoir davantage animer. Et là, du coup, tu as des méthodologies. Donc, par exemple, tu as les réunions silencieuses ou les réunions participatives où tu peux utiliser justement la méthode de co-développement pour faire en sorte que ce soit participatif et que ce soit plus dans la co-construction que plutôt dans une information descendante. L'information descendante, on ne peut pas faire autrement. On doit à un moment donné la donner. À un moment donné, il doit y avoir un décideur. Voilà, ça c'est clair. Mais par contre, on peut très bien, euh, dans le processus, impliquer les gens dans ce qu'on va faire. Et on est tous humains. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des pathologies, mais nous sommes tous humains et on a tous envie d'aider notre prochain, au fond du fond. Donc en gros, tu auras toujours quelqu'un qui sera contente de pouvoir donner son avis sur ce que tu proposes. Donc voilà euh, alors, du coup, Laura, tu l'as fait. Ok, super. Et, hein, c'est plutôt la prise de parole qui est déséquilibrée, pas que des types de personnalités plus expansives. Ok, bah du coup, en même temps, tu vois, voilà, si tu es facilitatrice, il faut être, ou en tout cas, si tu as ce rôle, et dans les réunions, dans les ateliers, dans les réunions, dans tout ce que vous voulez, en tout cas, quand il y a du collectif, il faut être en posture haute sur le cadre. Donc, du coup, et en posture basse sur le contenu et en posture neutre dans les interactions. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas animer une réunion et en même temps participer. C'est assez difficile. Parce qu'à un moment donné, on va penser que tu as un intérêt à faire ça ou à faire ça. Donc, du coup, il faut complètement sortir de ça et s'attribuer des rôles. Et donc, du coup, tu vas donner des rôles au sein d'une réunion. Ça peut être les participants, il n'y a pas besoin de personnes supplémentaires, mais chacun a un rôle. Et donc, tu vas avoir, quand je te dis posture haute sur le cadre, c'est par exemple dire voilà comment ça va se passer, c'est comme ça, comme ça. Ça, c'est en posture haute. Posture basse sur le contenu, c'est que tu ne participes pas forcément et tu n'émets pas d'idées. Posture neutre sur les interactions, c'est que tu facilites, tu poses des questions, tu vas chercher celui qui ne participe pas. Et donc, en gros, dans les rôles, il y a le timekeeper. Et le timekeeper, eh bien, il répartit un peu comme tu vois à la télévision pour les élections présidentielles, un temps de partage de parole équitable pour chacun. Et c'est le timekeeper qui règle ça. Et toi, tu n'es pas obligé de tout gérer. Et justement, même si tu es coach facilitatrice, nous, on ne joue pas tous les rôles. Ok, on donne des rôles dans les réunions, facilitateur, timekeeper, reporter, etc. Et au final, ça crée de l'autonomie pour eux aussi et ils pourront se passer de nous. Donc voilà, en fait, pareil pour donc Laura, voilà, et Marjorie, bah, je ne sais pas ce que tu peux faire à ton niveau, si tu subis, mais voilà une proposition que tu pourrais faire. Tac, tac, tac. Bertrand, voilà, j'espère que tu as compris les risques qui pouvaient encourir donc un codir. Noura, je ne sais pas si ça t'a apporté, bon, tu me connais. J'espère que ça a pu t'apporter des idées. Arnaud, réseau d'amis qui décident ce qu'ils veulent. Ouais, alors du coup, ce que je comprends à travers vos discussions, c'est que vous n'êtes, vous subissez plus le codir
Et vous cherchez peut-être des solutions pour, faire en sorte que le CODIR vous tienne en compte. C'est peut-être un sujet de webinaire, que je ferai, mais c'était forcément pas ça. Donc réseau d'amis qui décident ce qu'ils veulent. Bon, ben voilà, tu vois, on est tombé d'accord. Marjorie, membres tous alignés à la direction, sans courage managérial. Voilà. Ben, ça, c'est bien le cas, hein. C'est tous les managers vont faire en sorte de ne pas trop perturber l'ordre établi, de façon à pas subir les conséquences derrière. Et là, effectivement, tôt ou tard, à court terme ou à long terme, ça va poser un problème. Absence de stratégie, l'absence de dialogue, et cetera. Bon, ça, c'était alors ensuite, comment faire pour mesurer l'homéostasie? Alors, Noura, comment faire pour mesurer l'homéostasie? C'est, l'homéostasie, alors j'ai peut-être, comment dire? Écorché, tu le mesures pas en fait, enfin, tu le mesures pas, c'est pas une unité de mesure. OK? C'est tu dis pas: «Il est à 10». Pourquoi? Beh, parce que de fait, de par la définition de l'homéostasie, c'est un niveau qui revient, hem, à son état, le plus fonctionnel, en lien avec les forces et les contraintes en présence. OK? Donc en gros, par exemple, quand tu es malade, tu as de la température et ça crée une homéostasie. Ce qui n'est pas le cas quand tu es pas malade. Donc l'homéostasie, elle est autre, OK? Donc en gros, c'est l'adaptation. Donc en gros, c'est typer l'homéostasie. Donc tu as plusieurs types donc d'homéostasie en fonction et donc ça, en reconnaître la typologie de l'homéostasie te permet de savoir à quoi tu as affaire. Voilà. Parce que, par exemple, quand tu as un conflit au sein d'une organisation, bah, c'est une forme d'homéostasie. Et donc, là, l'idée, c'est de se dire: «Tiens, qui c'est pas en fait, la question n'est pas qui a tort, qui a raison, quand il y a un conflit. C'est au final, qu'est-ce qu'est-ce que les gens cherchent à défendre? Qu'est-ce que les gens en tout cas, de quelle nature sont les convictions qui fait qu'on en arrive à à un conflit?» Parce que qui a tort et qui a raison, tu écoutes l'un, il aura raison, et l'autre aura tort, tu écoutes l'autre, l'un, aura tort et l'autre aura raison. Donc ça sert à rien. Là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin et donc c'est de repérer la typologie de l'homéostasie pour essayer de comprendre ce qui est derrière. Voilà, quand je parle de mesure, c'est ça. Les amener à communiquer, le temps de parole et cetera, tu l'as initié. Bon, voilà, je crois qu'on a terminé, et puis ça fait plus d'une heure. Je vous remercie pour, votre, attention, votre implication, votre participation, et j'espère que ça vous aura apporté. J'espère que si vous êtes membre de CODIR, je vous aurai pas trop offensé. J'ai été volontairement provocateur. Je remets la slide là, de Claude Onesta que je vous disais. C'est, j'ai malheureusement pas, de manière factuelle la baguette magique de ce qui fonctionne, voilà, sinon, je serais ailleurs. Mais par contre, je sais ce qui fait que ça va, pas fonctionner. Ça, c'est clair, voilà. Et donc, là, je viens de faire un zoom sur, la dirigeance, parce que vous êtes finalement le 1er levier de l'émergence de l'intelligence collective. Donc je vous souhaite, une bonne journée et je vous retrouve peut-être pour la prochaine, masterclass. Salut.